Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Synthé Night Club, bienvenue, installez-vous confortablement dans le chat. Ce soir je suis très bien accompagné puisque notre invité ce soir c'est Franck Tahuto qui est journaliste donc pour le Figaro Sport, qui est aussi l'auteur du podcast Dessous de Verre que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui nous a d'ailleurs grillé la priorité pour Loïc Perrin parce que... On se tâtait ces derniers temps à vouloir l'inviter, donc il nous a pris de court. Et il y a les 3 premiers épisodes de l'interview de Loïc Perrin qui sont disponibles, et c'est très très cool. Bonsoir Franck. Salut à tous, ravi d'être avec vous ce soir. Eh ben, c'est un plaisir partagé, bienvenue parmi nous. On est également ce soir avec Benjamin Monnier qui travaille à la fois donc pour la fortune de Jeff Bezos et à la fois pour la fortune de Vincent Bolloré en tant que journaliste et monteur. Donc autant vous dire que Benjamin Monnier, il est prêt pour accueillir les milliards cambodgiens. Bonsoir Benjamin. Je suis totalement prêt, bonsoir à tous. Merci Keun et salut Franck, bonne première. Benjamin qui ce soir nous fera un petit coup de grisou qui n'est pas vraiment un coup de grisou, qui est plus un hommage qu'il va lancer ce soir. Vous verrez ça un petit peu plus tard. Un petit coup de cœur, voilà. Un coup de cœur plus qu'un hommage. On a avec nous également ce soir Alex de Peuple Vert qui est avec nous. Donc pour rappel, il est le producteur du comique à succès Joss Randall. Donc allez lire la chronique du cowboy stéphanois pour faire plus de dividendes pour Alex. Bonsoir Alex. Salut et merci de m'avoir fait rire parce que c'était il y a longtemps la dernière fois. on va essayer de se marrer quand même un petit peu ce soir parce que tout n'est pas rose actuellement quand on est supporter des Verts, mais on va essayer de se marrer quand même et de parler de choses un petit peu plus rigolotes. On est également ce soir en compagnie de Kevin qui est ce soir donc mon homme de terrain, mon Paganelli à moi, mais on aspire tous les deux à devenir les Grégoire et Bichente de la SSE. Bonsoir Kevin. Bonsoir Keun, bonsoir à tous. Très déçu qu'Alex dise qu'il n'a pas rigolé depuis longtemps alors qu'il a fait une émission il n'y a pas longtemps avec moi, mais bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, Kevin, ce sera votre relais dans le chat, vous le savez. Si vous avez envie de faire remonter des messages, vous écrivez dans le chat et Kevin sera là pour vous lire et pour nous faire remonter les messages les plus pertinents. Et avant qu'on commence l'émission de ce soir, je voudrais quand même citer Romain de Synthé Inside qui gère un petit peu tout ce que vous voyez du Synthé Night Club et qui a dit dans notre conversation privée: depuis que nous avons lancé l'émission le 22 février dernier, nous avons pu débriefer 5 victoires. Et nous lançons donc la 25e émission ce soir. Voilà. Débriefing. Active Synthé Night Club, le débrief. Voilà, donc on commence directement la première partie de l'émission de ce soir par le débriefing de la défaite, vieux lapsus, face à Nice. On va commencer avec... Ça commence bien, purée. Nickel. On va commencer avec un petit tour de table. Messieurs, en 30 secondes, vous allez me dire un petit peu ce que vous avez pensé et retenu de ce match. Et on va commencer avec toi, Franck. Que dire, tellement de choses ont été dites. J'aimerais retenir qu'il y a eu des intentions, à défaut de choses abouties, mais c'est trop peu. Voilà, on a vu tellement d'écart entre deux équipes, et surtout ce qui me choque, c'est de voir les difficultés à combiner entre une équipe qui joue ensemble depuis des ans et une qui se construit depuis 3 mois. Alors certes avec des joueurs de toute autre qualité, mais c'est flagrant. Voilà, c'est surtout ça que je retiens. C'est vrai qu'on a vu quand même une énorme différence entre les deux équipes ce week-end. Toi, de ton côté, Benjamin, tu retiens quoi de ce match-là ? Moi, ce qui m'a marqué, c'est... alors, on connaît le niveau des joueurs de la SS, les difficultés qu'on a depuis plusieurs saisons maintenant. Mais moi, ce qui m'a marqué sur ce match, c'est le fait de voir les joueurs baisser la tête. J'ai vu des joueurs abattus. Alors, effectivement, Nice était largement au-dessus, mais c'est une des premières fois où j'ai senti l'équipe résignée. Ouais. Et c'est vraiment le truc qui m'a marqué. J'ai vu les joueurs lâcher et ne plus trouver la solution, quoi. Ouais, donc plutôt tu retiens l'état d'esprit général qui est qui a évidemment basculé pas à la joie. Du mauvais côté. Ouais.
et qui s'est caractérisé à la fin du match par une déclaration de Wabi Kazri qui a dit qu'il fallait se mettre les doigts dans le cul, pour le citer, pour les prochains matchs, parce que sinon on allait droit à la catastrophe. Et toi de ton côté Alex, qu'est-ce que tu as retenu du match ? Écoute, moi, ce que j'ai retenu, c'est que finalement, ce qui n'était pas flagrant il y a quelques journées de championnat, il y a peut-être moi qui l'avais pas vu, c'est que aucun joueur sur la pelouse finalement n'est irremplaçable. On n'est pas déçu s'il y en a un qui n'est pas là un week-end, parce qu'en fait, ils ont un tel niveau équivalent et faible qu'aucun nous manque et on attend le retour d'aucun, si ce n'est Wabi Kazri. C'est le seul qui vraiment est indiscutable dans cette équipe et c'est notre seul joueur de Ligue 1 dans cette équipe. Je suis peut-être un peu sévère, mais j'ai la sensation qu'en termes de niveau, ben voilà, c'est ce que me renvoie cette équipe en ce moment. C'est peut-être aussi le seul qui n'a pas encore coulé mentalement, Wabi. Ouais, c'est bien possible. C'est bien possible. Et j'ai caressé le 12 espoir que peut-être Stéphane Bajic allait faire un peu d'ombre à Étienne Green. Et puis il a fait une relance dans les pieds. Puis voilà. Donc même là. Et ben, commençons avec ça justement, sur la compo donc initiale qui était alignée par Claude Puel. Donc on avait un système avec 3 défenseurs, avec Bajic dans les cages, avec Trauco et Bonga en piston, Camara et Neyou au milieu, Amouma, Crasso et Kazri devant. La première donc de Bajic pour cette saison. Qu'est-ce que vous en avez pensé justement, messieurs ? Est-ce que c'est plutôt une satisfaction pour ces 20 premières minutes où il fait quelques arrêts décisifs, ou au contraire vous retenez plutôt sa boulette qui amène un but et le fait qu'il en ait pris 3 tout simplement. Franck, t'en penses quoi toi de la première de Stéphane Bajic ? Elle est compliquée. Jusqu'à sa boulette, il était plutôt dans son match. Je pense notamment à l'arrêt qui sort sur la balle piquée d'Amine Gouiri. Mais malheureusement, il flingue sa prestation, il flingue surtout celle de l'équipe, parce que 1-0, avec un petit coup de chance, on peut revenir. 2-0, c'est fini. Simplement. Donc voilà, tu retiens quand même plutôt ces 20 premières bonnes minutes. J'aurais envie, mais ça a tellement de conséquences. Après, c'est le propre du rôle du gardien de but, que la moindre boulette, ça coûte très cher. Donc, il en prend encore 3, et malheureusement, pour ses stats, ça commence à faire beaucoup. Dites-nous aussi votre avis dans le chat sur la prestation de Stéphane Bajic. Est-ce que vous pensez qu'il peut profiter justement de ces quelques minutes de jeu qu'il va avoir sur les prochains matchs à cause de la suspension de Green pour prendre sa place, ou est-ce que vous pensez que la hiérarchie est clairement définie ? T'en penses quoi toi Alex ? Est-ce que tu penses que Bajic peut piquer la place potentiellement de Green, même si évidemment on a vu qu'un match c'est un peu tôt pour le dire ? Ouais, moi je pense qu'il peut clairement jouer un petit peu une place de titulaire à la disputer à Étienne Green. Je pense même que Fall aujourd'hui peut la disputer à Étienne Green parce qu'en fait, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a des jeunes gardiens, les pauvres, qui sont en train de se faire griller les uns après les autres, tout simplement parce que devant eux, il y a tout simplement pas la qualité suffisante. Donc Étienne Green est sûrement un bon gardien avec une belle histoire, avec un beau prénom et un joli nom de famille. Et il a été mis tout de suite sous le feu des projecteurs. Et du coup, on a fait une belle histoire et on a tous voulu croire que cette histoire allait finalement se poursuivre avec un bon gardien, puis un excellent gardien, puis notre futur gardien. Il se trouve que il a des faiblesses qui ne sont pas que de sa faute. Il a des joueurs faibles devant lui. Une fois qu'il est blessé, on met Stéphane Bajic, qui est un très très bon gardien. Il ne faut pas lui enlever ça. Il a fait toutes les équipes de France jeunes. Mais malheureusement, il a la même défense devant lui. Et lui aussi, il a le droit d'être fébrile et puis de faire une erreur. Et ça se voit rapidement quand c'est un gardien. Donc voilà, moi je crois que sa prestation, elle est très bonne. Il a su être présent. Psychologiquement, je pense qu'il est plus solide qu'Étienne Green en termes de grinta, pour commander la défense. Je le sens plus présent. Ouais. Mais voilà, on a des gens qui sont pas prêts à faire de la Ligue 1 encore. Ouais. Par contre, c'est plus compliqué dans les airs, je trouve. Ouais, moi je suis pas totalement d'accord pour le coup avec Alex sur Étienne Green. Moi, parmi tous les matchs qu'il a quand même disputés, il en a fait quand même pas mal avec Saint-Étienne entre la saison dernière et cette saison. Il a montré des choses avant son expulsion. Il a fait quand même des bonnes performances. Moi, je l'ai trouvé à l'aise. Notamment sur les sorties, dans ses sorties sur coup de pied arrêté. C'est quand même
un gardien qui arrivait plus ou moins de nulle part et dont on a eu la pression qui nous rassurait la défense, quoi. Même malgré son jeune âge. Je vais pas non plus défoncer Bajic après ce match parce qu'il le commence bien et puis il se met dedans psychologiquement avec cette faute de relance. Je dirais quand même qu'il faudrait laisser encore la priorité à Etienne Green, essayer de maintenir la confiance qui avait été mise dans ce gardien malgré le carton rouge. Et parce que une rotation à 2 sur le poste de gardien, c'est quelque chose auquel je ne crois pas. Et alors une rotation à 3, encore moins, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein, Benjamin, là-dessus. C'est marrant parce que si on regarde les débuts de saison de Paris et de Marseille, ils ont sensiblement, on a un point commun avec Paris et Marseille, c'est qu'on a peut-être 2 gardiens à peu près de niveau équivalent et qu'on a cette question de devoir faire un C'est choix. pas le même niveau, hein. Voilà, bon, c'est un petit peu le seul point commun qu'on ait à peu près avec les résultats sportifs de ces autres équipes. Ok, donc ça c'est pour Bajic. Au niveau de la composition de manière générale, ça fait plusieurs matchs déjà qu'on a un... avant de passer à la composition de manière générale, est-ce que le chat déjà a un avis? Est-ce que le chat arrive à trancher entre Bajic et Green? Tu veux l'avis du chat ou tu veux le mien? Ah bah Non, je veux d'abord l'avis du chat. Le chat, j'ai fait un sondage pour Bajic, oui, stop ou à revoir, et c'est serré entre stop et à revoir. 48% pour stop, 40% pour à revoir et 13% seulement pour oui. Après, on a Manu63 qui nous dit Bajic, je trouve qu'il commande plus sa défense, on l'entend davantage. C'est vrai qu'il a ce petit supplément de charisme que Green n'a pas. Et Abou de Sainté qui nous dit très, très très bon sur sa ligne, mais plusieurs relances foirées, dont une qui amène le but. Sans ces relances ratées, la question se serait posée pour le derby. Mais là, ça semble compliqué. Et pour te faire un petit enchaînement, on a Théon Topou qui nous demande pour la compo, est-ce qu'on peut se questionner sur la présence et la non-présence plutôt de Ramirez? Oui, totalement, on va en parler justement. Mais avant ça, on parlait de points communs juste avant. Stéphane Bajic a un point commun avec un autre gardien de but qui est passé par chez nous. Il avait un chewing-gum et je crois qu'il est important pour nous ce soir de souhaiter un très bon anniversaire à Stéphane Ruffier. Voilà, le club l'ignore à cause de cette fin en eau de boudin. Et c'est un peu triste parce que c'est un gardien qui a quand même marqué l'histoire récente du club, même plus qu'un gardien, un joueur de manière générale qui a marqué l'histoire récente du club. Donc un très bon anniversaire à Stéphane Ruffier et ce serait bien quand même que le club enterre la hache de guerre et fasse un petit geste vers lui. C'est peut-être top 3 des gardiens de la SS de l'histoire. De l'histoire, donc... Tiens, vous feriez quoi, vous, comme top 3 des gardiens de la SS? Ah, mais... T'es obligé de mettre Kurko en premier, de toute façon. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai pas connu de meilleur gardien que Stéphane Ruffier à Saint-Etienne. Hein. Je crois que celui qui avait fait une bonne saison, un bon passage avant Ruffier, moi qui m'avait marqué un peu, c'était Viviani à l'époque où on avait retrouvé aussi un peu la Coupe d'Europe. Et je dis Viviani derrière Jeannot. Ouais, putain. Voilà. Et Jeannot en troisième, mais il est certainement meilleur que Jeannot. Ouais, Jeannot, il est emblématique. Jeannot, c'est le cœur qui parle. Ouais. C'est ça. Ouais. Et on y cite dans le chat Levitsky. Ah oui, Levitsky. Ouais. C'est fameuse roulade. Qui prend le top 3. J'attendais que son nom sorte, hein, pour être honnête. Et sur une question comme ça, il aurait fallu Joss, là. C'est vrai. Ouais, bah il va être dans le chat. Hein, dès que je vois son message. Ah si, Joss a dit Levitsky. Hein. Je suis un peu déçu que personne ne parle de Joseph-Antoine Bell. Si, j'allais dire que j'ai quelques flashs. Si, on a Nico Saint-Paul qui nous dit Joseph-Antoine Bell et Berthazois qui nous dit et Romain Satensai qui nous dit Casagrande. Merci à lui. Et donc le sondage vient de se terminer. C'est une égalité entre stop et à revoir pour Bajic. Et comme quoi, j'ai réussi à soudoyer le chat avec. Est-ce que vous pensez que je peux me permettre un peu dur. Est-ce que vous pensez que je peux me permettre de bannir dans le chat Real RDZ qui cite Coupé? Je le bannis définitivement, on est d'accord. Hein. Moi j'aime bien le second degré, donc je lui laisserai sa chance encore. Bon messieurs, revenons sur le match, la composition d'équipe. Donc on est sur un 3-4-3 donc, qui a été aligné par Puel. C'est un système qu'il avait déjà expérimenté, ça a l'air de s'installer un petit peu. Le milieu de terrain, lui, ne change pas et j'aimerais qu'on parle de ce milieu de terrain parce que j'ai quand même l'impression
qu'il est très très peu remis en question, ce milieu de terrain, alors que depuis le début de la saison, c'est peut-être la ligne la plus faible des trois. Même si les trois lignes sont faibles, hein, bien sûr, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce milieu de terrain? Qu'est-ce que t'en penses, toi, C'est Franck? aussi là que je trouve que Claude Puel a perdu le défi tactique, puisque on sait très bien et depuis longtemps que Christophe Galtier, c'est un adepte du 4-4-2. Et au milieu, Nice a été mais largement supérieur. Kefren Turam, je le connaissais très peu, mais il s'est baladé. Et notamment, j'ai perdu le nom du joueur qui jouait à gauche, Camara, me semble-t-il. Oui, Hassan Camara, ouais. Latéral gauche. Entre Bouanga et So, et a fait énormément de mal. Et jusqu'à la mi-temps où le schéma a changé, ça a été un petit peu plus équilibré, mais le défi a été perdu clairement. Qu'est-ce que vous en avez pensé? T'en as pensé quoi, toi, Benjamin, du milieu de terrain samedi? Deux joueurs qui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes par rapport à la saison dernière. Mady Camara qui garde sa combativité en bon capitaine et qui fait ce qu'il sait faire au niveau de la récupération. Mais comme toute l'équipe, c'est deux joueurs qui sont en train de sombrer face à Nice. Moi, je les ai vus se battre. Alors voilà, on peut pas leur reprocher qu'ils ne se soient pas battus. Neyou a essayé de faire ce qu'il pouvait dans la construction du jeu, mais ils ont été mangés par Lemina et Thuram qui sont d'un autre niveau. Mario Lemina a été étincelant et il l'est depuis le début de la saison, et ils se sont fait manger. Mais moi, quand je regarde les Saint-Etienne et quand je regarde les joueurs qu'il y a sur le banc et les joueurs qui sont sur le terrain, je vois pas comment est-ce qu'on peut faire mieux. Alors moi, Oui, je ferais pas parce que c'est ce ferais que pas j'allais cette te demander. composition, mais C'est leurs concurrents sont pas forcément supérieurs, quoi. C'est ça, c'est qui mettre à la place de Camara et Neyou. Là, si on garde exactement le même schéma tactique et qu'on remplace Camara, par exemple, qui fait un très mauvais début de saison, il faut le reconnaître, même si c'est un joueur que j'aime bien. Toi, Alex, tu mettrais qui à la place? Parce que c'est vrai que derrière, c'est assez faible ce qu'il y a sur le banc. Le retour d'Aymen Mouefek, c'est te dire. C'est-à-dire qu'un joueur qui n'a rien prouvé en Ligue 1, j'en suis à espérer, juste pour le changement, hein, c'est vraiment uniquement pour le changement. Neyou, mais c'est insupportable maintenant de le voir jouer. Alors moi, j'aimais bien ce joueur, une vraie technique, une vraie vista, il est capable sous pression de garder les ballons, de les ressortir propres. Finalement, c'est un joueur qui arrive à faire 5, 6, 7 passes dans les pieds de l'adversaire au cours d'un match. Ouais. Et Camara, il a de l'envie, c'est un produit du club, mais il lui manque tout le reste, quoi, en fait. Et tout ce qui passait bien quand la confiance était à peu près là, tout disparaît et ça devient un joueur de Ligue 2, c'est tout. Voilà. Et c'est le capitaine, alors ça en dit long aussi sur l'état d'esprit de ce groupe qui est emmené par un joueur qui a zéro expérience et qui lui-même est en délicatesse avec son mental. C'est compliqué quand ton capitaine est plus du tout indiscutable. Ouais, pour enchaîner sur ce que Alex disait, on se rend vraiment compte là sur cette période l'importance qu'ont eu les recrues de la mi-saison de l'année dernière, d'un Mathieu Debuchy aussi, mais de Pape Cissé quand il est arrivé, de tous ces joueurs d'expérience qui apportaient un peu de vis, un peu d'expérience. Quand on ne sait pas trop quoi faire, on tape en touche, on gagne des yards, on gagne des mètres, mais on prend pas de risque et il nous manque que ça, il nous manque vraiment ça dans cette équipe. On l'a bien vu face à Nice. Cette envie de uniquement gratter du terrain, on la voit bien à chaque engagement où il y a ce fameux engagement en touche là. Alors ça, par contre, on sait faire ça. Gagner des yards sur l'engagement, c'est notre spécialité. On le fait à tous les matchs. T'allais dire quoi, Franck? Pardon, je t'ai coupé. Non, j'allais dire simplement, quand tout le monde est en dessous de son niveau et puis mentalement flingué, est-ce que des fois il ne faut pas revenir à des bons 4-5-1 des familles, verrouiller, fermer, prendre confiance et après essayer peut-être de s'ouvrir? Là, c'est vrai que tu démarres avec 3 attaquants et tu es complètement ouvert, et notamment je reviens sur ce côté gauche niçois où tu prends le bouillon à chaque contre. Oui, je sais que tu es chez toi, que ton public a envie de voir du jeu, envie de voir des buts, mais quand tu es dernier avec 0 victoire après cette journée, il faut peut-être des fois essayer, ne serait-ce que de prendre un point pour ramener un peu de confiance. D'autant que moi, sur la composition d'équipe, j'ai pas beaucoup vu Troco déborder et se montrer tant dangereux que ça sur le côté gauche et aller vraiment de l'avant. J'ai trouvé Bouanga, qui est pas dans ses pompes depuis un bon moment
maintenant, mais je l'ai pas trouvé non plus hyper offensif. J'ai plus eu le sentiment, en tout cas sur la première première période, sûr et certain, qu'on était à 5 derrière et pas à 3. Ouais. Ouais, mais Denis Bouanga, c'est un vrai problème. Ça devient depuis plusieurs mois un intermittent du football. Il fait un bon match. Le dernier match, c'est un bon match qu'il fait. Il se bat, il n'a pas de réussite, mais il aurait fait 3 buts dans la rencontre à Monaco. Et puis là, on a un joueur qui finit par en plus faire parler de lui à la mi-temps parce que voilà, ce qui s'est passé, ce qu'a rapporté Bernard Lyons dans l'équipe, est totalement réel. Alors, En effet, juste petite précision pour ceux qui seraient passés à côté de cette information. Est-ce que tu peux nous rappeler justement ce qui s'est passé à la mi-temps avec Denis Bouanga au vestiaire, cette histoire de douche, tout ça? Est-ce que tu peux nous le redire pour ceux qui n'auraient pas suivi cette info? ouais, ben en fait, Claude Puel a souhaité ce que Denis Bouanga assiste à la causerie par rapport à notamment des réajustements tactiques sur ce côté droit stéphanois. Et Denis Bouanga a appris qu'il était remplacé à la mi-temps. À partir de là, Denis Bouanga n'est pas resté pour la causerie malgré l'insistance de Puel. Il allait se doucher, qui a fort déplu à l'entraîneur, et ce qui est tout à fait logique. Il n'a pas à faire ça. Ouais. Voilà. Ouais, ça donne une bonne idée de la relation entre le vestiaire et le coach. Tout à fait. Et ben justement, avant qu'on commence à parler du cas Claude Puel, qui va nous occuper quelques minutes quand même, juste un petit retour quand même sur notre ligne d'attaque d'avant-hier. J'ai une info, Ken, j'ai une info. Ah, vas-y. J'ai une info incroyable, ça vient de tomber. Romain Amoumar aurait joué 65 minutes ce week-end. Mais non. Je vous jure que c'est vrai, Ah, mais je c'est n'y pour ça croyais qu'il pas. c'est pour ça qu'il Mais- était noté. Oui, il y a une note qui est quand même le double de ce qu'il a obtenu depuis le début de la saison. Et apparemment, je le vois même sur les diapos, on l'aperçoit des fois. D'accord. On l'a- Oui. À Geoffroy Guichard. Ben écoute, ou sur le parking, je sais pas, mais il aurait été aperçu. Hein. D'accord. Moi j'étais au stade, j'ai pas vu, hein, mais ouais, Ah ouais, d'accord. ouais, ouais. Très C'est bien. une info qui vient de tomber, c'est une dépêche qui vient de tomber, là, c'est le Figaro, vient de tomber. Non, mais c'est vrai que t'as raison de le souligner. Le match d'Amouma samedi, il est catastrophique. Il est vraiment très très problématique. Et quand on voit ce qui s'est passé à la fin de la saison dernière sur les prolongations et qu'on a préféré prolonger un Romain Amouma qu'un Mathieu Debuchy, c'est vrai qu'il y a des choix qui, quand on prend un peu de recul, font quand même bien mal par où ils passent. Hein. Ouais. On en rigole, mais c'était d'une tristesse. Enfin, vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais c'est tellement triste ce qui se passe. Alors, je à vais Saint-Étienne, peut-être, pour le coup, je ne sais pas si c'est une info, si ça a déjà été dit ou quoi, mais voilà ce qu'aurait dit, voilà ce qu'a dit, je ne vais même pas employer voilà ce qu'a dit Claude Puel à ses dirigeants à l'intersaison. Il a dit, les jeunes ont progressé. Il a dit, les jeunes ont maintenant une saison de Ligue 1 derrière eux, voire certains 2 saisons. Donc, je n'ai pas besoin de recrutement cet été. Ah bah. Je peux faire jouer l'équipe et nous maintenir, faire une saison correcte avec cette équipe-là. Voilà pourquoi, en grande partie, il n'y a pas eu de recrutement à Saint-Étienne cet été. Et c'est depuis que j'ai appris ça de sources relativement sûres, hein, c'est depuis que j'ai appris ça que j'en veux énormément à Claude Puel, parce qu'en fait, le stratège que j'imaginais bloqué par les finances du club, par plein de choses, en fait, a un ego tel qu'il croit qu'il peut s'en sortir avec des minots qui n'ont rien prouvé en Ligue 1, quoi. Et c'est en grande partie à cause de ça qu'on est dans cette situation. Ben justement, tu commences à parler de Claude Puel. C'est vrai que quand il est arrivé, personnellement, ça me semblait un peu inespéré qu'on arrive à le recruter. Quand on lit ses interviews dans les journaux papier, que ce soit dans l'équipe ou France Football ou autre, il a l'air d'être un vrai génie du football. Mais il en reste pas moins l'entraîneur quand même avec le moins bon bilan, si mes informations sont bonnes, de l'histoire du club. Donc je vous pose la question, Franck, pour commencer. Claude Puel, du coup, stop ou encore? Et si stop, est-ce que c'est dès cette semaine? Est-ce que c'est après le derby? Est-ce qu'on attend la trêve? Je vais répondre à une question par une question. Qui d'autre? Moi, je veux bien qu'on le fasse partir de On a Julien Sablé. mais on met qui à la place? Julien Sablé, bien sûr. Non? Ça te paraît pas être une bonne C'est une idée? vraie question. Enfin, on Ouais, c'est une vraie question. peut T'as faire raison, plaisir hein, à tous les supporters qui sont contre Claude Puel. Et c'est vrai que son bilan est catastrophique. Et
voilà, il est responsable de certains choix. Je pense notamment, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, à Mathieu Debuchy, où le cas était très mal géré, parce que s'il a signé à Valenciennes, je pense qu'il aurait tout à fait pu signer financièrement et sportivement pour être la doublure d'Ivan Masson, et on en aurait besoin aujourd'hui. Alors on en parlait un petit peu avant l'émission en off. Kevin, je sais que tu as un petit poulain si jamais Puel venait à sauter. Tu verrais qui, toi, à la tête de l'équipe A? Moi, coach Raz, parce qu'il a le mérite de connaître plus de la moitié de l'effectif, grâce à Claude Puel qui a incorporé la moitié des équipes de jeunes et de la CFA. Alors, je suis d'accord avec toi, mais on parle de la jeunesse qui est en difficulté. À mettre un entraîneur encore plus jeune, pour moi, ça serait quelque part du suicide. Hein. Surtout dans cette position. L'équipe serait 10e, je dirais pourquoi pas. Et là, il faut sauver les meubles quand même. C'est un entraîneur qui est apprécié dans le groupe professionnel et qui beaucoup de joueurs verraient d'un bon œil l'arrivée de Razik Neder. Alors le souci étant, on en parlait également en off, mais étant son diplôme, il a priori pas la possibilité d'être entraîneur principal sur le banc. Et ce qui se faisait il y a quelques années, des prête-noms, on ne peut plus vraiment se faire aujourd'hui. D'ailleurs, Julien Sablé, à l'époque, avait eu ce problème-là, d'où le fait que Jean-Louis Gasset soit arrivé rapidement et puis lui ait pris le poste. Mais voilà, mais peut-être qu'il faut aussi regarder du côté du profil d'entraîneur qu'on attend. Est-ce qu'on veut quelqu'un qui ait un œil neuf sur l'effectif pour rebooster des joueurs qui auraient de nouvelles choses à prouver, plutôt que quelqu'un qui est dedans et qui connaît déjà les joueurs? Et puis, est-ce qu'on veut quelqu'un qui accepterait aussi de signer 9 mois? Parce que jamais un contrat de plus de 9 mois sera donné au prochain entraîneur s'il y en a un, à moins que Puel reste, rien n'est fait. Et de quel type d'entraîneur on parle? Est-ce qu'on parle d'un Renard, par exemple? Est-ce qu'on parle d'entraîneur de Hervé Renard, je précise, on ne parle pas d'un renard opposé à un corbeau. Mettons un animal sur le banc de touche. On soit tous bien d'accord, bien clair. C'est Kevin avec ses poésies qui m'a inspiré. Mais voilà, est-ce qu'Hervé Renard aurait le profil pour faire Tu nous vends du rêve, là. Ben non, mais Hervé Renard, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, Hervé Renard? Oh, il est en vacances au Qatar avec Kayas. Ça y est, non? Bon, voilà, il fait. Moi, je sais pas. J'ai vu passer. Alors, je te pique un peu ton taf, Kevin, mais j'ai vu passer dans le chat des gens dire retour de Jean-Louis Gasset. Ah. C'est vrai que Jean-Louis Gasset, quand il était. Alors, je me fais un peu l'avocat du diable. J'ai aussi vu des Pascal Duprat, comme quoi il n'y a pas que des bonnes idées dans le chat. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais c'est vrai que, mine de rien, un mec comme Gasset, quand il était arrivé, souvenez-vous, il était arrivé au mercato d'hiver et en une demi-saison, il avait sauvé les meubles. Après, avec les conséquences que ça a eu derrière, on le sait, en termes de contrat, en termes de financier, tout ça. Mais est-ce que ce genre de profil-là, pas forcément Jean-Louis Gasset en lui-même, mais est-ce que ce genre de profil-là, vous pensez pourrait convenir? Pour répondre à ta question, que pour moi, alors on peut ramener Jean-Louis Gasset, mais c'est des joueurs qu'il faut, c'est des joueurs d'expérience. Il faut que le niveau de cette équipe augmente. Je pense que tu peux mettre Jürgen Klopp sur le banc, il se passera rien. Ouais. Je ne dédouane pas du tout Claude Puel de toutes les responsabilités qu'il a, parce qu'il en a dans ce club, il en a eu, il en a énormément. Il a la responsabilité du recrutement, il a la responsabilité du 11, il a les pleins pouvoirs à Saint-Etienne. Le problème, c'est que depuis que Puel est arrivé, on tire un bilan qui est la statistique que tu nous as donnée, qui est le ratio de points le moins bon des 50 derniers entraîneurs. Enfin, tu me corrigeras la stat. Mais c'est des joueurs qu'il faut. Quand Gasset est arrivé, il est arrivé avec une pléiade de joueurs d'expérience, de joueurs qui connaissent la Ligue 1, de joueurs qui ont su redonner confiance à un groupe qu'il avait perdu totalement. Moi, je me souviens de ce derby du 5-0 et du dernier match d'Oscar Garcia. C'est à peu près la même chose que j'ai vu face à Nice. Donc, est-ce qu'il faut garder Puel jusqu'au derby? J'ai même pas l'impression que Puel tienne encore quelque chose dans cette équipe. J'ai vraiment le sentiment que le message passe plus, que le vestiaire l'a lâché. Tous les termes un peu concordants à cette idée-là. Et j'ai surtout le sentiment que peu importe l'entraîneur,
il faut rajouter de la qualité à ce groupe, quoi. Tu penses, toi, Franck, que c'est inéluctable, que c'est terminé quoi qu'il arrive pour Claude Puel? Ou est-ce que, au contraire, tu penses que juste financièrement, en fait, c'est pas possible et que du coup, il va aller au bout de la saison? Il y a la question de la finance, et puis je reviens encore une fois, mais qui mettre d'autre à la place, quoi? Moi, je suis pas ouvert, je suis pas pro ou anti-Claude Puel. Moi, Ouais. je regarde juste son bilan qui est ultra négatif, et à la limite, on peut faire la boucle depuis son premier derby il y a 2 ans, et ce qui sera peut-être son dernier match dimanche, un autre derby. Il n'y a pas de progression, c'est un échec quasiment total, si ce n'est qu'il a eu le mérite de lancer des jeunes. Ouais. Mais qui mettre à sa place, quoi? Moi, aujourd'hui, je vois pas d'entraîneur capable de C'est vrai que faire remonter l'équipe avec ces mêmes joueurs. si on regarde ce qu'il y a à disposition, c'est soit solution interne, mais Razik Neder, donc on sait qu'il n'a pas forcément, il y a du pour, il y a du contre, mais en tout cas, il a pas les diplômes, hein, il a le BEFF, mais pas le BEPF, hein, c'est ce qu'on disait avant l'émission. Laurent Huard, c'est son adjoint, et je crois qu'il est pas plus apprécié, voire moins encore que Claude Puel, donc ça changerait absolument rien, ça nous coûterait juste les indemnités de licenciement de Claude Puel. Donc ce serait un coach qui arriverait de l'extérieur, mais c'est vrai que quel profil pourrait vraiment reprendre la baraque, quoi. Alors, Si pour répondre quelqu'un devait arriver, moi je pense que Razik Neder pourrait monter comme adjoint avec le groupe Ligue 1. Ça, c'est une quasi-évidence parce qu'il a la connaissance en effet du groupe. Julien Sablé resterait certainement adjoint aussi. Jackie Bonnevet partirait. Il ne faut pas oublier que Jackie Bonnevet, l'adjoint de Claude Puel, est aussi en grande délicatesse avec tout le vestiaire, hein. C'est vrai. Et ça, c'est quelque chose on va dire que Claude Puel n'a pas non plus été très aidé par son adjoint, hein. Donc voilà, les joueurs entendent, hein, ce qui se dit là depuis 24 heures. Ils entendent que Claude Puel est sur la sellette. Et qui dit que, parce qu'on ils a ont entendu les supporters, hein. mais qui dit que dimanche, certains vont pas jouer un peu avec le frein en se disant, quitte à le faire tanguer, autant le basculer complètement, le Claude Puel. Oui, mais c'est ça, on sait que les joueurs peuvent décider de la tête d'un entraîneur très facilement. C'est pour ça que pour moi, avec ce groupe-là que tu es condamné à garder jusqu'au mois de décembre, tu es obligé de mettre un entraîneur ou au moins un adjoint que le groupe a adoubé ou a approuvé Ouais. pour se battre à fond, quoi. Tu peux pas jouer au chamboule tout, quoi. Je suis assez d'accord avec vous sur ce point. Moi, ce que je vois et ce que je nous souhaite, c'est d'avoir des mecs, alors que ce soit en interne ou pas, mais je l'imagine plus en interne, effectivement, avec un consortium de Neder, Huard et qui tu veux, qui viennent même à plusieurs s'il faut, pour redonner confiance aux joueurs, pour redonner confiance au vestiaire jusqu'au mercato, pour gratter un maximum de points, pour limiter la casse durant le derby, parce que c'est de ça dont a besoin le vestiaire et l'équipe, c'est une grosse dose de confiance. Alors, Benjamin, Je qui rappellerai est-ce qui juste dirige Benjamin dans cette affaire? Qui est-ce qui entraîne? Alors tu me disais que Neder avait pas ses diplômes, mais il faut des mecs qui connaissent les joueurs. Alors Neder a la faculté d'au moins tous les connaître. Alors si peut-être que le message passera mieux avec eux, il saura peut-être trouver les mots et avec je sais pas, Tu avec peux quelqu'un avoir, qui a les diplômes. tu peux avoir un très bon entraîneur avec un bon adjoint. Regarde, Laurent Blanc a fait carrière avec Jean-Louis Gasset. Oui, mais il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec un truc de type Rudy Garcia, Jean-Guy Wallem. En tout cas, Et la dernière ce fois, dont je parlais, c'était une mesure d'urgence, quoi. ouais. Franck, vas-y. Je disais juste que la dernière fois que les joueurs ont choisi un entraîneur, c'était Ghislain Printemps. Je ne me rappelle Ouais. pas comment ça s'est terminé. Ah ouais. Non, ça va. L'avantage d'une solution extérieure, c'est quand même que ça met chacun dans ses responsabilités, tout le monde repart de zéro, la ligne de départ est nouvelle, et chacun va devoir se montrer pour essayer de gagner sa place. Donc les joueurs aujourd'hui, ils savent ce qu'ils ont, ils ne savent pas ce qu'ils auraient en cas de changement. Donc je peux juste leur dire de faire tomber un coach, ça peut être quelque chose de possible, mais ils ne savent pas ce qui va les attendre après. Encore faut-il pouvoir se payer un coach, et qui accepterait de venir dans cette situation. Voilà. Mais Franck, deux t'as inconnus. encore le idée, hein. sentiment que le message passe. T'as encore le J'ai- sentiment que les joueurs sont avec Puel, toi? Pas forcément. Mais avec qui ça pourrait passer aujourd'hui? Alors, je vous coupe, Que messieurs. quelqu'un comme Habib Bey. Un mec comme serait- Habib Bey, ouais, vas-y, je te laisse développer ça. Non, mais Habib Bey, moi, j'en pense rien. Je le connais pas comme coach, hein. Je le connais que comme consultant. Il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Maintenant, il a l'air de vendre son projet à quelques clubs qui, voilà. Mais
Mais est-ce que finalement, il n'y a pas d'entraîneur et il a raison, Franck ou Benjamin, je ne sais plus qui dit ça. On met qui? C'est vrai, il n'y a pas d'entraîneur. On ne va pas mettre un étranger le temps qu'il s'adapte. On a vu avec Oscar Garcia, c'est compliqué. Chez les Français, on ne va pas mettre des gens comme Duprat, on a compris. En effet, Hervé Renard, s'il est loin du football français en ce moment, Alors, c'est tu Thierry Henry. dis que personne n'est dispo. Effectivement, Habib Beye a signé au Red Star, hein, donc il n'est pas dispo non plus. Et je vous coupe sur ce sujet. On va demander un petit peu ce qui ressort du chat vis-à-vis de Claude Puel, de notre débat par rapport au coach actuel de l'AS Saint-Etienne. Qu'est-ce qui ressort un petit peu du chat ? Eh bien écoute, puisque les hommes mentent mais pas les chiffres et qu'on est en démocratie, sache que j'ai fait un sondage et que 68% des votants ont voulu la tête de Puel, 26% ont voulu encore attendre un peu. Je te laisse imaginer le peu de pourcentage qu'il reste pour qu'il soit maintenu à place à 100%. Et alors, on va terminer ce sujet Claude Puel par une autre option qu'on n'a pas envisagée là dans notre débat, mais que j'ai vu dans le chat et que j'ai lu aussi dans la chronique de Joss Randall aujourd'hui sur Peuple Vert, que vous pourrez retrouver là-bas. Voilà, la petite pub pour les copains. Il y a aussi la solution d'émission. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable, ne serait-ce qu'à 1%? Est-ce que vous pensez qu'avec l'orgueil de Claude Puel, il pourrait envisager éventuellement de démissionner? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est dans l'ordre des possibles, même si c'est 1% de chance? Tu viens de donner la réponse dans la question. Merde. Impossible. Il a dit dans une interview qu'il était là pour prendre les balles pour que les supporters aient un défouloir. Donc C'est vrai, c'est qu'il est prêt, il est prêt à rester à prendre les balles. Hein, donc, Voilà, ça c'est sa com pour dire je démissionnerai jamais. Et puis en quelque sorte, c'est lui dire est-ce que le chèque de 3 millions tu le veux ou est-ce que tu le veux pas? Bon, je sais pas. Hein. Vous en pensez? Ah, mais... sa carrière est derrière lui, hein, il a rien à perdre lui. Hein. Effectivement, sans parler de chèque, Sa crédibilité, c'est pas dans le caractère de Puel, c'est pas dans tout ce qu'il nous explique, c'est pas dans sa communication, c'est pas dans son personnage de démissionner et de lâcher l'affaire, on va dire. Mais pour revenir à la question précédente, c'est surtout un entraîneur d'expérience qu'il nous faut, un entraîneur qui connaît les rouages du maintien. Comment construire une équipe pour se maintenir, comment redonner confiance à des joueurs, comment ajouter les ingrédients qu'il faut à un groupe trop vert, trop jeune, qui manque d'expérience, qui manque aussi de qualité, comment trouver des bonnes affaires, des bons joueurs libres de contrat. Il nous faut un psychologue, un directeur sportif et un manager qui nous ferait des compositions qui tiennent la route, quoi. Il faut beaucoup de choses. Ouais. Bah ouais, mais Comboiré, il est à Nantes, hein, donc ce que tu nous décris, on peut pas l'avoir. Après, Benjamin, vu que t'es chez Amazon, tu peux pas voir combien est le salaire de Thierry Henry pour peut-être qu'on le débauche? Ah, mais je vais en discuter avec lui, mais ça risque de faire un peu cher, les gars. Bon, ben Benjamin, tu as la parole. On va passer à la troisième partie de cette émission. Donc, on a parlé de la défaite face à Nice. On a parlé du cas de Claude Puel. Et on va lancer le coup de grisou où Benjamin va nous parler des supporters. Jingle. Active Saint-Étienne Night Club. Le coup de grisou. Benjamin, tu as donc la parole pour nous dire ton avis sur les supporters et je crois que tu veux leur tirer ton chapeau. Ouais, je vais leur tirer mon chapeau. Je vais leur dire déjà à quel point je suis autant triste que ce week-end j'étais dans le COP Nord pour suivre le match. Ça faisait très longtemps que j'étais pas allé en tribune et déjà sur le début du match. Malgré tout ce qu'on voit depuis le début de la saison, qu'on n'ait pas une victoire, il y avait tout le stade qui poussait cette équipe qui en avait besoin, qui en a encore besoin. Tout le stade qui poussait ses joueurs. Et puis cette ouverture du score qu'on concède malencontreusement, cette frappe contrée par Camara. Les supporters ont encore insisté, étaient encore derrière les joueurs. Puis petit à petit, le ras-le-bol s'est fait sentir. Mais c'est quand même un ras-le-bol qui est légitime. Et moi qui étais au derby de l'année passée, ou d'il y a 2 ans, le dernier derby d'Oscar Garcia, où j'avais vu un ras-le-bol total des supporters suite au 5-0 qu'on prenait et l'envahissement du terrain qui
qui est venu suite à ce ras-le-bol et à cette humiliation que les supporters venaient de subir. Là, j'ai entendu de la part des supporters à la fin du match, des supporters qui étaient excédés, qui étaient en colère, qui étaient ivres de colère, mais des comportements et de la part des leaders des supporters, surtout ne descendez pas sur le terrain, vu le contexte actuel qu'il y a, ne faites surtout pas cette erreur, ça nous ferait lâcher définitivement Geoffroy Guichard et le soutien qu'on pourrait encore leur apporter, parce que malgré tout ce qu'on dit, il reste encore beaucoup de matchs, la saison est longue. Et ce que j'ai vu, voilà, c'est des supporters tristes, abattus, ivres de colère, parce qu'il y a de quoi l'être en colère, mais qui ont su, disons, contenir celle-ci, faire passer leur message, parce que quelques joueurs se sont approchés en premier du COP Nord et du COP Sud, puis après toute l'équipe est venue, sauf un homme, Claude Puel, qui était d'ailleurs demandé par les supporters. Mais voilà, il y a eu cette réaction des supporters que moi j'attendais beaucoup plus virulente. Disons que les leaders des Magic ont bien discuté avec Kazri, avec Boudbouz, avec Kolodziejczak, qui ont fait passer leur message, mais d'une manière vraiment propre et respectueuse. Civilisé. Et civilisée, alors que le contexte ne donnait vraiment pas envie de se maîtriser, quoi. C'était vraiment très très difficile à vivre. Moi, j'ai vu des supporters assis, la tête basse. Enfin, je vais pas dire que j'ai vu des supporters pleurer, mais c'était tout comme, parce que la situation est dramatique. Et malgré ça, il y a eu du soutien pendant le match. Il y a eu un petit peu de chambrage parce que on vivait la même humiliation que les joueurs sur le terrain, et qu'à un moment donné ça devenait risible. Ouais. Mais il y a eu ce comportement exemplaire. Il y a eu cette discussion avec les joueurs. Il n'y a eu aucun débordement. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu d'échange agressif entre supporters et joueurs. Vraiment, les deux parties se sont confrontés. Les supporters ont demandé une équipe digne de leur soutien. Les joueurs ont entendu le message, chose qui est très difficile à vivre aussi pour eux. Il faut aussi l'admettre et le reconnaître. Mais voilà, je suis content et je suis très heureux que tout se soit bien passé à l'issue de ce match, parce que ça faisait peur quand même. Et effectivement, moi je vais dans ton sens. Merci pour ce coup de grisou. C'est vrai que si vous suivez pas que la Saint-Etienne, mais aussi la Ligue 1, vous avez remarqué que cette saison, il y avait pas mal de soucis dans les tribunes. Donc félicitations aux Verts, parce que vu ce qu'on vit, ça pourrait être bien plus véhément dramatique, que ça dans les tribunes. Donc bravo à tous ceux qui vont au stade. Continuons à supporter notre équipe, à aller au stade. C'est facile d'aller encourager son équipe quand on est 4e du championnat. C'est plus difficile quand on est 20e, mais continuons de le faire. C'est ça la vie de supporter aussi, et continuons de le faire dans des bonnes conditions, effectivement, et dans le respect des joueurs, parce que ils essayent de faire de leur mieux. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Franck, de l'attitude des supporters? Est-ce que, alors, je lance un peu un pavé dans la mare, mais est-ce que, au contraire, tu penses pas que faire des actions peut-être un peu plus coup de poing pourrait donner une prise de conscience? Je suis assez partagé, effectivement. Je me rappelle un soir de Ligue 2, le club était 20e, venait de prendre Frédéric Antonetti, et les supporters avaient mis le feu autour de Geoffroy Guichard pour protester. Je sais pas si c'est la bonne solution quand tu as déjà des joueurs qui sont à côté de leur pompe. Est-ce que de leur mettre cette pression-là va les aider? Franchement, je sais pas, mais déjà la désaffection, elle est pas nouvelle, hein. Il y avait encore combien de personnes samedi au stade? 20 000 à peu près. Ouais. Voilà, ça date pas du Covid, hein. C'était déjà le cas avant, donc le désamour il est entamé depuis un petit moment. Je sais pas si mettre la pression physiquement ferait changer les choses ou les empirerait. Je sais pas. Je sais pas de réponse là-dessus. Vu ce qui se passe sur le terrain, 20 000, c'est un score exceptionnel, hein. Ouais, franchement, ouais. À ce niveau-là, non mais s'énerver et accabler les joueurs, ou en tout cas
envahir le terrain ou ce genre de choses, ne servirait franchement à rien dans la situation actuelle. Les joueurs, ils sont au fond du seau, hein. Enfin, moi, j'ai pas vu des comportements de joueurs ne pas vouloir ne pas vouloir faire face aux supporters. J'ai vu des joueurs qui n'en pouvaient plus, qui ont la tête dans le seau, qui avaient passé un match horrible et qui avaient peur d'en prendre encore plein la gueule, qui avaient peur de la réaction des supporters. Ils ont fait face à leurs responsabilités et j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça extrêmement dommage que Claude Puel n'ait pas fait de même. C'est son choix. Mais effectivement, ouais, moi dans le feu de l'action, j'avais aussi en tête qu'est-ce qu'il faut faire pour les secouer. Mais le problème, il est même pas tellement de l'état d'esprit parce que ils en mettent, ils se battent, ils essayent, mais ils sont pas au niveau, ils ont perdu confiance. Ils tentent des choses, mais leurs pieds dévient, la balle part en touche, les contrôles sont ratés. Même Bajic, qui n'avait joué pas beaucoup de matchs, aucun match cette saison, il rate sa relance. Ça n'aurait pas servi à grand-chose, à mon sens, de les accabler plus que ça, quoi. Alors, on fait une toute petite parenthèse. Alex, tu m'as envoyé un petit message pour me dire qu'il y avait une rumeur qui venait de tomber. Est-ce que tu pourrais nous en faire part ? Ouais, bah écoute, je reprends très brut, hein, la rumeur. En fait, il semblerait qu'en interne, en cas de départ de Claude Puel, celui qui aurait les faveurs de quelques-uns serait David Guillon. Donc l'ancien entraîneur de Reims. Qui est passé par Saint-Étienne dans le centre de formation, qui a été adjoint de Laurent Rousset dans le staff pro à Saint-Étienne, et qui a entraîné Chambéry, qui est un petit peu ma ville, à un moment où Chambéry allait très bien et où était allé jusque, je crois que c'est eux, étaient allés jusque en demi-finale de la Coupe de France. Voilà, donc c'est la petite rumeur qui circule, mais bon, des rumeurs, il va y en avoir. Hein. Oui. Va y avoir. Prenez ça exactement comme ce que c'est-à-dire une rumeur. Avant de parler de la succession de Claude Puel, faudrait voir si Claude Puel va partir déjà. Ouais, il ne faudrait pas que nous on fasse ce qu'on ne voudrait pas que les joueurs fassent dimanche, à savoir tourner la page Puel avant qu'il soit parti, parce que ça va être encore plus douloureux que la dernière saison et les 5-0 qu'on a vu à Geoffroy Guichard. Mais moi j'ai le sentiment que là les joueurs ne courent plus tellement pour Puel, mais ils courent pour éviter l'humiliation, ils courent peut-être pour les supporters, ils courent peut-être pour tout ça, mais j'espère qu'ils en ont conscience. Et s'ils en ont pas conscience et que le derby tourne vinaigre, ils risquent d'en avoir conscience après, quoi. Je pense que c'est là où les supporters leur ont certainement apporté davantage d'amour, entre guillemets, que Claude Puel depuis 2 ans. Et je pense que les supporters, et on le voit dans les tracts d'avant-match, personne n'en veut à cette équipe en termes d'investissement, c'est une évidence. Ouais. Et tout le monde a bien conscience. Ils nous font de la peine, en fait, ces jeunes. Moi, ils me font de la peine, honnêtement. Oui, on n'a pas envie de leur en vouloir. Mais non, je veux dire, regarde, bon, il y a peut-être que Denis Bouanga qui m'agace encore, quoi. Qui parfois m'énerve, mais voilà, ou peut-être un Romain Amouma et encore, bon. Mais sinon, je veux dire, le reste, mais j'ai de la peine pour eux, ils sont là, ils n'ont rien demandé, ils se prennent des défaites, ils se passent à côté de victoires. C'est vrai que ça se joue à rien, c'est pas grand-chose. Mais voilà, aujourd'hui, ils sont là où ils sont, on a 3 points, on est à un quart du championnat, et on ne peut même pas leur en vouloir à eux, c'est hyper frustrant. Hein. On dit beaucoup de choses sur les supporters, mais pas assez de leur compréhensivité, leur compréhension dans ces moments-là. Le chat a peur, hein. Le chat a peur quand même. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, Kevin. Qu'est-ce qui ressort du chat? Déjà sur le point supporter que sur le point évoqué, supporter, Ben. tout le monde était d'accord pour dire que c'était la plus belle action du match qu'on ait pu réaliser ce samedi. Le tifo des GA en début de match. C'est ça, mais voilà, après on pense à des gens comme SRGD76 qui nous a dit on est 4 à avoir fait 600 bornes aller-retour samedi pour soutenir l'équipe. Voilà, après que ce soit, je vais en oublier, mais Pomadou, Emba, Tommy et Magic Fan, j'ai vu Piazza le Breton aussi qui disait attention à dimanche, si on prend une fessée, les supporters peuvent perdre patience. Après on sait que comme disait Pomadou, si on a le malheur de mettre un pied sur le terrain, on prendra la sanction la plus chère jamais mise. N'oublions pas que Saint-Étienne est dans le collimateur.
Et tant qu'on parle d'envahissement de terrain, de risque, etc., moi je voudrais mettre une cartouche à Mady Camara qui, sur les images d'après-match, on a bien vu qu'il était un peu tétanisé dans le rond central à attendre de savoir s'il allait Ouais. voir les supporters ou pas. Et il a fallu que Kazri et Boudbouz décident d'y aller pour que monsieur, en tant que capitaine, décide d'aller voir les copes. Et ça, je trouve ça très très limite. Ouais, mais tu te rends compte aussi de la responsabilité. Mady Camara, Oui, il a du le capitaine. brassard de capitaine. Mais je suis d'accord avec toi. Il a le brassard de capitaine, il a cette responsabilité-là. Il y a fait face, mais le mec a 2 saisons de Ligue 1 dans les jambes. Ouais, mais tu vois, un mec comme Boudbouz aurait pu avoir beaucoup plus peur, sachant qu'il a été critiqué par tous les supporters depuis Ah, plus d'un an. totalement, hein. Totalement. Mais c'est tout à son honneur. En plus, vu la situation qui traverse à Saint-Étienne, il y avait aussi un certain désamour autour de lui pendant longtemps. C'est Et ça. c'est tout à son honneur ce qui s'est passé. Et sa cote va remonter du coup, parce que au moins il a assumé. Il a Et assumé. puis il a assumé sportivement, hein. Ouais, il a fait Effectivement, il a fait et une plutôt derrière, bonne entrée en plus. il s'est pas caché, et je pense que sa cote d'amour va un peu remonter dans les tribunes. Ouais. Messieurs, il nous reste un petit peu moins de 10 minutes. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie de cette émission. On va parler du prochain match. Et le prochain match, on l'a déjà évoqué rapidement. C'est ce dimanche soir à 20h45, 21h. Et ce sera le derby, le premier derby de la saison. On y va tout de suite. Jingle. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Alors le prochain match, je vous ai mis des photos, ça vous rappellera peut-être des très 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 mauvais souvenirs, je suis désolé, mais j'ai mis des photos du dernier match qu'il y a eu entre Saint-Étienne et Lyon, c'était en janvier de cette année, ou février, je sais plus, bref, peu importe, Ouais. où Ouais, on mais avait pris... à la gueule de la photo, tu sais qu'on allait en prendre une valise. C'est Ouais. ça, où on a pris 5-0. Voilà, donc petite photo de Baptiste Gabard qui était encore dans l'effectif avec Jesse Moulin C'est vrai. et d'autres. Bref, le match de ce week-end, ce ne sera évidemment pas la même chose. Est-ce que pour vous, c'est vraiment un match de la peur ou est-ce que vous avez même plus peur parce que vous êtes résigné? T'en penses quoi, toi, Franck? Est-ce que c'est un match où tu te dis il y a moyen de faire quelque chose ou bon, de toute manière, ça va être le match qui va décider de l'avenir de Puel? Et la peur, elle est déjà là depuis un moment, je pense, hein. Ah oui. Oui, ça c'est sûr. Ce qui fait ajouter une dose de sinistro, c'est que cette année, il y a personne pour se rassurer en disant oui, l'équipe peut perdre des matchs. Il y a un Dijon, il y a un Nîmes, il y a un Metz. Je vois pas comment on peut avoir plus peur. Bon, évidemment, il peut y avoir encore une Manita, ça ferait 3 en 3-4 ans, mais je vois pas comment les supporters peuvent avoir encore plus peur. Ouais. Je pense que tout le monde est conscient de la situation et surtout ceux qui ont regardé le match PSG-Lyon sur un match de gala savent ce qu'on peut attendre de Lyon dimanche, hein. Faisons un peu de jeu de rôle. Si tu te mets à la place de Claude Puel, là, désolé, hein, je te le souhaite pas non plus, mais qu'est-ce que tu changerais pour Ouais, dimanche? il y a des bons côtés, hein. Oui, il y a des bons côtés. C'est vrai que je veux bien son salaire, mais c'est vrai que je veux pas son choix de compo à faire pour dimanche. Peut-être revenir à des fondamentaux, c'est pas joli, mais essayer de bétonner et d'aller chercher quelque chose à l'énergie sur un malentendu. Ok, donc plutôt tu partirais sur une défense à 5, mais avec des pistons plus défensifs? Pourquoi pas le schéma après, je sais pas, mais au moins dans les intentions, essayer de laisser déjà moins d'espace et puis essayer de bloquer davantage que ce qui a été fait, par rapport à ce qui a été fait samedi, où Nice a pu faire un petit peu tout ce qu'il voulait au milieu de terrain et ça c'est trop dangereux avec les individualités qui auront en face. Avec un créateur comme ils ont avec Paqueta qui fait un début de saison ultra canon, est-ce que vous pensez pas qu'il faudrait surtout renforcer ce milieu de terrain? T'en penses quoi, Alex, toi? Est-ce qu'il faudrait pas justement faire une sorte de tenaille au milieu de terrain à 4 joueurs pour les asphyxier un petit peu? Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il faut tenter autre chose de toute manière. Ce milieu avec Neyou Camara ou avec Camara Youssouf, enfin, on peut mettre le binôme qu'on veut de toute manière. Aucun aujourd'hui n'est capable de faire face à un milieu tel que celui de Lyon. Il faut clairement qu'on change notre style, qu'on aborde le match différemment. Et la bataille du milieu va être essentielle.
Alors je sais pas, je suis pas assez bon tacticien, bon technicien. Voilà, j'ai envie de citer coach Blanc. Alors pas Laurent, mais Michel. Hein, c'est un peu du style, vas-y, on t'oublie que t'as aucune chance. Et puis sur un malentendu, voilà, ça, on est un peu là-dedans, quoi. Magnifique. Et je ne serais pas déçu si on perd parce qu'on est une équipe qui doit perdre contre Lyon. On est programmé pour perdre contre Lyon cette année. Maintenant, c'est le derby et je n'arrive pas à me résoudre à perdre contre Lyon. Voilà, donc, et encore moins à Saint-Étienne. Mais tactiquement, on peut prendre le travail dans tous les sens. Et on n'a pas parlé, mais on n'avait pas le temps ce soir, on n'a pas parlé de Ramirez, le pauvre Ramirez, qui doit se demander C'est pourquoi vrai. il a traversé Oui. tout l'Atlantique pour s'asseoir sur le banc et ne pas être désiré parce que clairement, il n'était pas désiré par Claude Puel. Voilà. Ouais. Toi, Benjamin, tu penses qu'il va avoir sa place de titulaire, Ramirez, dimanche? Ou tu penses Oh. qu'au contraire, il va faire 10 minutes comme ces derniers temps? Tu sais que c'est bien quelqu'un qui comprend plus grand-chose au Claude Puel, c'est bien moi, hein. T'inquiète, on est Ramirez, deux. Ramirez en deuxième période, alors ouais, il y avait déjà 2 ou 3-0, je sais plus, mais enfin, il manquait qu'une chose, c'était un numéro 9 à la réception du peu de centre qu'on arrivait à envoyer dans la surface, et Ramirez était toujours en train de s'échauffer. Donc, est-ce qu'il va jouer ou pas? Je sais pas. Moi, tu as dit un truc intéressant tout à l'heure. Je pense que si on veut limiter la casse et faire, par un exploit, mais un miracle, il faut que le milieu de terrain soit fourni, mais il faut qu'il y ait 6 milieux de terrain, quoi. 4 défenseurs, 6 milieux de terrain, et que les mecs défendent comme des chiens, et que sur une contre-attaque, il y ait 1-0 ou 1-1, et que ça se règle comme ça, ce derby. De Soderlund. Voilà, C'est un Soderlund qui part Soderlund en de la tête, profondeur qui fait descendre tout les seul, tribunes. là. Ah ouais. Ça, c'était un bon souvenir, ça. C'est pour bah ça ça, que Ramirez c'est joue pour pas, lui. c'est que Puel il veut préparer la surprise là, il prépare la surprise. Ah ouais, ça peut être. Ah bah là, il serait adoubé, notre Ramirez, là, on lui fait une statue. Hein. Alors, Benjamin, je te Comme laisse ça. la main. Est-ce que tu peux nous donner ton prono pour Saint-Étienne-Lyon? Mon prono, on va dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Claude Puel va nous sortir une composition inspirée et nous allons accrocher le 1 partout dans le derby. Un partout dans le derby, ok. C'est optimiste. Franck, Les toi, tu Lyonnais mets... jouent jeudi. Hein. C'est vrai qu'ils jouent en milieu de semaine et qu'ils seront peut-être un peu fatigués, même s'ils ont un effectif suffisamment large pour faire tourner, en tout cas beaucoup plus que nous. Toi, Franck, tu vois combien en termes de petits pronos si tu devais te mouiller? Moi, je suis super mauvais en prono. En général, il se passe le contraire de ce que je prédis. Mais, donc, je vais essayer de dire un match nul. L'inverse d'un match nul, ça serait déjà très bien. Ok. Match nul 1-1, 2-2, 0-0, plutôt prolifique ou plutôt chiant? Je t'aurais bien dit 0-0 histoire de se rassurer, mais vu l'état de la défense, Ouais. on va plutôt partir sur du 1 partout. Ouais. Un petit but sur coup de pied arrêté, vu qu'on on a du mal à en marquer dans le jeu. Enfin, cela De dit, je raccrocheur. retire ce que je viens de dire, c'est pas parce que c'est un 0-0 que c'est forcément chiant. Ma formulation n'était pas Exact. bonne. Toi, de ton côté, Alex, tu mises sur quoi? Bah moi, je suis optimiste parce que avec tout ce que j'ai dit de pessimiste, je suis obligé de l'être en On a envie de l'être. Non, mais je suis optimiste parce que je me dis, ces mecs-là, ils ont rien à perdre. J'ai presque envie de dire, ils vont peut-être sauter même la pression Puel, peut-être même que la pression Puel va s'en aller tout doucement avant même qu'il soit parti et qu'ils ben. vont avoir envie de faire plaisir à ce public. Donc, j'ai envie de dire 2-1 parce qu'on va enfin concrétiser nos occasions. Parce qu'on prend Calme-toi. Ouais, mais on va gagner 2-1 et on prend toujours un but, ça c'est sûr, donc on va le prendre notre but. Mais on va être capable de faire un super truc et notre saison démarre dimanche. Voilà. Eh ben écoute, parfait, ça permettrait d'inverser la tendance probablement. Kevin, je veux bien ton pronostic à toi personnellement avant que tu me dises un petit peu ce qu'en pense le chat. Eh bien écoute, si Lyon perd 8 joueurs sur blessure contre Ouais. Brøndby jeudi, peut-être qu'on peut gagner. Ok. Auquel cas 2-1, mais vu que ça n'arrivera pas, je pense qu'on va prendre un petit 3 ou 4 buts dans la musette, et c'est plutôt l'avis du chat aussi, puisque 48% des votants ont pensé qu'on allait prendre une déculottée. Je vois des 0,5, des 0,4, des 0,6, des 1,4, des 0,4, des 0,3, autant vous dire que l'optimisme n'est pas au rendez-vous. Oui, Si ce la qui est logique plutôt... est respectée, on prend une valise. Hein, ça, C'est sûr. ça.
C'est sportivement, si on met de côté notre côté supporter, malheureusement, il y a peu d'espoir à avoir. L'émission du Synthé Night Club, messieurs, c'est terminé pour ce soir. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc... Il y aura un avant-match dimanche ou pas ? Bien sûr. Oui, il y aura un avant-match. Ok, bon, il y aura un avant-match dimanche, donc soyez présents pour C'est le pour derby quand l'avant-match. même. N'hésitez pas à aller écouter le podcast Dessous de verre de Franck qui était avec nous ce soir. C'est vraiment particulièrement sympathique. Moi, je me suis écouté le podcast sur Loïc Perrin qui en est à 3 sur 4, 3 épisodes sur 4, qui est super cool. Merci Franck d'avoir été avec nous ce soir. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure cette émission ? Oui, déjà vous remercier de votre invitation et puis vous féliciter parce que j'ai vu que l'équipe de Synthé Inside avait passé un beau cap dans la journée. Donc voilà, un bravo et une bonne continuation. Eh ben écoute, merci à toi et puis merci bien sûr à tous les gens qui étaient présents dans le chat et merci et salutations également aux gens qui nous écoutaient sur la radio Active, la radio avec laquelle on est partenaire. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, on se retrouve dimanche pour l'avant-match et on se dit à la semaine prochaine pour débriefer la victoire 12-0 dans le derby. Bonne fin de soirée à tous. Bonne fin de soirée, merci. Salut Franck. les verts. Salut, bye.